Alors, on va faire la série numéro 1. Alors, l'exercice 1, je ne vais pas le traiter, mais dans le PDF que je vous enverrai, il y aura la solution, hein. Et on pourra en reparler si vous avez des difficultés. Alors, exercice 1. On a deux sphères conductrices identiques de masse. Alors, de masse petit m égale 10 grammes, portant des charges Q1 et Q2. On les met en contact, puis on les sépare. Alors, première question, calculer les charges Q1' et Q2' qu'elles prennent dans les cas suivants. Alors, premier cas, l'une des charges est positive et l'autre nulle. Deuxième cas, les deux charges sont toutes les deux positives. Troisième cas, l'une est positive et l'autre négative. Précisez chaque fois le sens du transfert des électrons. Deuxième question, les deux masses sont suspendues au même point O par deux fils identiques de nylon de longueur L égale 80 cm. En négligeant la masse des fils, calculez la distance 2x séparant les deux sphères. Pour les trois cas précédents, on supposera l'angle θ suffisamment petit. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer comme principe pour pouvoir trouver les charges après le contact? Donc, on a deux sphères conductrices qui ont l'une une charge Q1, l'autre une charge Q2. On les met en contact, on attend que les charges se déplacent d'une sphère à l'autre, et une fois qu'il n'y a plus aucune charge qui se déplace, eh bien, on les sépare et on regarde quelle est la charge qui reste ou qui est arrivée sur chacune des sphères. Alors, le principe qu'on va appliquer, c'est un principe que vous avez vu en cours, c'est le principe de conservation de la charge. C'est-à-dire que la charge totale qui est présente dans le système des deux sphères va rester la même. Avant contact, il y avait une quantité de charge. Après contact, eh bien, il y a exactement la même quantité de charge. Donc, on va dire que la charge avant le contact, Q1 plus Q2, égale à la charge après le contact, donc Q1' plus Q2'. Alors, on est dans un cas particulier ici, c'est qu'on vous précise que les deux sphères sont identiques. Alors, si les deux sphères sont identiques, eh bien, la charge totale va se répartir à part égale entre les deux sphères. C'est-à-dire que après le contact, eh bien, Q1' va être égal à Q2'. Alors, si je reprends ma première équation, eh bien, Q1' égale à Q2', donc ici, je vais pouvoir dire que c'est soit 2 fois Q1', soit 2 fois Q2', d'accord? Donc, Q1' égale à Q2' égale à la moitié de Q1 plus Q2. Voilà comment s'écrit la conservation, le principe de conservation de la charge électrique si les deux sphères sont identiques. On est dans le cas particulier où Q1' égale à Q2'. Alors, on va voir maintenant chacun des cas. Alors, premier cas, on a la charge Q1 qui est positive et la charge Q2 qui est nulle. Alors, Soraya, non. Alors, Soraya dit, si les sphères sont identiques, même Q1 égale Q2. Eh bien non. Les sphères ont été chargées chacune de son côté, d'accord? Donc, on a apporté une certaine quantité de charge sur l'une des sphères, une autre quantité de charge sur l'autre sphère, les deux opérations étant faites séparément.
Bon, ensuite, quand on les met en contact et qu'on attend que les charges se répartissent sur les deux sphères, eh bien, une fois qu'on les sépare, eh bien, on récupère la même quantité de charges, c'est-à-dire qu'elles ont un petit peu mélangé leur, leur capital charge et elles l'ont coupé en deux. Chacune récupère la moitié. D'accord? C'est un petit peu, c'est un petit peu comme si vous preniez deux récipients, un récipient dans lequel vous mettez 2 litres d'eau, un autre où vous mettez 1 litre, d'accord? Ensuite, vous les reliez par un tuyau qui permet d'avoir un échange de liquide entre les deux. Eh bien, si les deux récipients sont identiques, eh bien, une fois qu'il n'y a plus aucune quantité de liquide qui se déplace d'un récipient à l'autre, alors ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand le niveau est le même dans les deux récipients. Mais si les deux récipients sont identiques, eh bien, vous aurez non seulement le même niveau, mais la même quantité d'eau dans les deux récipients. C'est-à-dire que vous aurez 1,5 litre dans chacun. Ça, c'est si les récipients sont identiques. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. On avait une quantité de charge Q1 sur une sphère, une autre quantité de charge Q2 sur l'autre sphère. Quand on les relie, eh bien, il va y avoir un échange de charges. Et au bout du compte, quand on les sépare et qu'on regarde le bilan, eh bien, on a récupéré, parce qu'elles sont identiques, la même quantité de charge. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Solada? Oui? Ok. Bon, eh bien, on va donc traiter les cas, le cas petit a d'abord. Alors, on a Q1 qui est positive et Q2 qui est nul. Alors, le sens du transfert, euh, vous avez étudié les phénomènes d'électrisation en cours et vous avez vu que tout s'explique par un transfert d'électrons d'un corps vers l'autre. Alors, le corps qui va fournir des électrons à l'autre, c'est celui qui en a le plus. Alors, une charge positive, c'est un déficit en électrons. Ça veut dire que cette sphère, elle manque d'électrons. C'est pour ça elle a perdu des électrons et c'est pour ça qu'elle est chargée positivement. Par contre, la sphère numéro 2, qui est neutre, eh bien, elle a autant d'électrons que de charges positives. Donc, elle, si vous comparez les deux sphères, celle qui a le plus d'électrons, eh bien, c'est la sphère numéro 2. Donc, quand vous les mettez en contact, c'est la sphère numéro 2 qui va céder des électrons à la sphère numéro 1. Donc, le sens du transfert des électrons, c'est celui-là. Alors, Q1 prime égale Q2 prime égale à Q1 plus Q2 divisé par 2. Donc ici, ça donne plus 2, 10 moins 8. Alors, deuxième cas, les deux sont chargés positivement. Alors, on vient de voir qu'une charge positive, c'est un déficit en électrons. Ça veut dire que c'est un objet à qui il manque des électrons. Donc, quand vous regardez les charges positives, eh bien, plus la charge positive est grande et plus le manque d'électrons est grand. D'accord? Donc, si la sphère numéro 1 a une charge de plus 3, 10, moins 8 et que la sphère numéro 2 a une charge de plus 8, 10, moins 8, eh bien, ça veut dire que celle qui a le plus d'électrons, celle qui en a perdu le moins, c'est la sphère numéro 1, donc le sens du transfert des électrons, ça sera de celle qui a perdu le moins d'électrons à celle qui en a le plus perdu. C'est bon? Alors, l'équation est toujours la même. Q1' égale Q2' égale à Q1 plus Q2 divisé par 2. Donc ici, dans ce cas,
c'est plus 5,5 10-8 coulombs. Alors maintenant, le cas petit c. Alors dans le cas petit c, les choses sont plus évidentes. La sphère numéro 1 est chargée positivement, la sphère numéro 2 est chargée négativement. Eh bien, c'est celle qui a le plus d'électrons qui va en fournir à l'autre. Donc, c'est la sphère numéro 2 qui a un excédent en électrons, d'accord? Une charge négative, c'est un surplus d'électrons. Par contre, la sphère numéro 1, elle manque d'électrons, elle a perdu des électrons. Eh bien, c'est la sphère numéro 2 qui va fournir des électrons à la sphère numéro 1. Alors, l'équation, encore une fois, c'est Q1' égale Q2' égale Q1 plus Q2 divisé par 2. Alors, c'est évidemment une somme algébrique. Donc, plus 3, moins 8. Donc, moins 5, 10 moins 8 coulombs. Et on prend la moitié, donc moins 2,5, 10 moins 8 coulombs. Alors, deuxième question. C'est bon, vous suivez? Alors, vous voulez que je clarifie le principe de conservation de la charge? Ben, le principe du transfert. D'accord, ok. Alors, comment vous... Alors, je vais peut-être... Je vais vous montrer un autre document. Voilà. Alors, le sens du transfert, le voici. Alors, euh, vous avez vu en cours l'origine des charges. Dans un atome neutre, vous avez un noyau dans lequel il y a des protons qui sont chargés positivement et des neutrons. Et autour de ce noyau gravitent des particules qui sont chargées négativement, qu'on appelle les électrons. Alors, vous avez vu que quand on fait une électrisation par frottement ou par contact, euh, ce qui va se déplacer, ce qui va pouvoir être arraché ou rajouté, ça ne sera jamais des protons parce qu'on ne peut pas modifier la structure du noyau, mais par contre, les électrons des couches périphériques, c'est ceux-là sur lesquels on va pouvoir agir. On va pouvoir soit les arracher, les enlever d'un corps, les emmener sur un autre, soit les rajouter, les apporter sur un corps, et à ce moment-là, ils seraient chargés. Alors, si on a enlevé des électrons à un corps, il se charge positivement. Si on lui a apporté des électrons, il se charge négativement. Alors, je vais vous montrer l'électrisation par contact, les différentes situations qu'on peut rencontrer. Alors, par exemple, si vous avez, c'était le cas petit a hein, dans notre exercice, si vous avez deux corps, un corps A qui est neutre, un corps B qui est chargé positivement, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le corps B qui est chargé positivement manque d'électrons. Par contre, le corps A qui est neutre, il a autant d'électrons que de charges positives. Donc, il a plus d'électrons que le corps B. Ce qui va se passer, si vous les mettez en contact, c'est que des électrons vont quitter A pour aller sur B. Au fur et à mesure, pour chaque électron qui quitte A,
eh bien, il va y avoir une absence d'électrons qui va apparaître. Donc, il va y avoir une charge positive qui va apparaître. Et pour chaque électron qui va arriver sur B, eh bien, il va y avoir une charge positive qui va disparaître. D'accord? Donc, le sens du transfert, c'est toujours de celui qui a le plus d'électrons à celui qui en a le moins. Quand l'électron quitte le corps A, il laisse un manque à sa place, donc il va y avoir une charge plus qui va apparaître. Et quand l'électron arrive sur B, eh bien, il va neutraliser une charge positive. Donc, quand vous regardez le résultat, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de charges positives sur A et de moins en moins de charges positives sur B, puisqu'elles ont été neutralisées par les électrons qui sont venus de A. Au bout du compte, ben, le résultat, c'est que vous allez avoir des charges positives sur les deux. Alors, nous, on est dans une situation particulière, c'est que les deux sphères sont identiques, donc on a la même quantité de charge. Ici, oui, j'ai dessiné le même nombre de charges, mais quand les corps ne sont pas identiques, on n'a pas forcément la même charge sur les deux. C'est quand ils sont identiques qu'on récupère la même quantité de charge. Alors, là, c'est la situation avec un signe opposé par rapport à la première situation. J'ai un corps qui est neutre et un corps qui est chargé négativement. Alors, chargé négativement, ça veut dire qu'il a un excédent d'électrons. Le corps A qui est neutre n'a pas d'excédent en électrons, donc c'est le corps B qui va lui fournir des électrons. Et ce qui va se passer, c'est que pour chaque électron qui arrive sur A, il va y avoir une charge négative qui va apparaître. Et cet électron qui a quitté le corps B, eh bien, il y aura un électron, là où il était, une charge négative qui va disparaître. Donc, au bout du compte, eh bien, vous avez un partage des électrons qu'il y avait sur B qui va cette quantité d'électrons excédentaires qu'il y avait sur B qui va se partager sur A et sur B. Alors, nous, on a des sphères qui sont identiques, donc on a eu un partage à part égale entre les deux. Alors ici, eh ben, voilà une situation où on a des charges négatives. La situation initiale, c'est qu'il y a des charges négatives sur A et des charges positives sur B. Alors, on regarde quel est le sens du transfert des électrons. Eh ben, c'est toujours de celui qui a le plus d'électrons à celui à qui il en manque le plus. Donc, ici, j'ai un excédent d'électrons. Ici, j'ai un déficit en électrons. Donc, le sens du transfert, c'est celui-là. Et ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, tous les électrons vont passer sur B. Donc, sa charge positive, elle va diminuer parce que pour chaque électron qui arrive, il va y avoir une charge positive qui va disparaître. Et si on les maintient en contact, eh bien, on va continuer à avoir un transfert d'électrons de A à B. Et au bout du compte, eh bien, on récupère deux corps qui sont tous les deux chargés positivement. Alors là, c'est la situation inverse. C'est s'il y a plus de charges négatives sur A que de charges positives sur B. Eh bien, ici, dans un premier temps, toutes les charges de B vont être neutralisées, mais si le contact est maintenu, ben, il y aura d'autres électrons qui vont venir sur B et qui vont faire apparaître une charge négative. Voilà. Alors, si on a la même quantité de charge sur A et sur B, ben, on récupère des corps tous les deux neutres. Alors, ici, j'ai mis le cas de deux corps qui sont avec des charges de même signe. D'accord? Alors,
les deux sont chargés négativement, ben là c'est évident, celui qui va fournir des électrons à l'autre, c'est celui qui a la plus grande charge négative, d'accord? Et dans ce cas, si vous avez deux corps chargés, tous les deux positivement, eh bien c'est celui qui a le déficit en électrons le moins grand et qui va fournir des électrons à l'autre. Alors, ici, il faut prendre cette grande charge positive comme un déficit en électrons plus grand que le déficit en électrons sur B. D'accord? euh, une charge positive, c'est un électron qui a été enlevé. D'accord? Et donc ici, on a enlevé moins d'électrons à B que sur A. Donc, quand on les met en contact, c'est B qui va donner des électrons à A. Et au bout du compte, eh bien, on a cette espèce de partage des charges positives sur A et sur B. Mais en réalité, ce qui a circulé, c'est des charges négatives, c'est des électrons. Alors, je sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord, très bien. Bon, ben, on va pouvoir revenir à notre télé. Ok. Alors, bon, on avait traité les trois cas. Maintenant, ben, on va regarder la deuxième question. Alors, on va suspendre les sphères par l'intermédiaire de fils de nylon. Alors, on vous a bien précisé que ce sont des fils de nylon. Alors, pourquoi? C'est parce que le nylon, c'est une matière isolante et que les charges Q1' et Q2' qui sont sur les sphères, eh bien, elles ne vont pas se propager sur les fils, elles vont rester sur les sphères. Ce qui va nous permettre de considérer les deux sphères comme des charges ponctuelles et pouvoir leur appliquer la loi de Coulomb quand on voudra calculer les forces électriques qui s'exercent entre les deux sphères. Alors, qu'est-ce qui va se passer, ou plutôt qu'est-ce qui s'est passé quand on a suspendu les deux sphères au fil isolant? Eh bien, les fils sont tendus parce que chacune des sphères est en équilibre sous l'action de toutes les forces qui lui sont appliquées. Alors, quelles sont les forces? On va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Puisque les sphères sont immobiles, eh bien, je vais dire que la somme des forces égale 0. Quelles sont les forces? Je regarde ma sphère numéro 1. Elle est soumise à son poids. Elle est soumise à la tension du fil. D'accord? Puisque le fil est tendu, eh bien, il va tirer sur la sphère avec une force T1. Et il y a la force électrique, puisque les deux sphères étant chargées avec des charges de même signe, eh bien, les deux sphères vont avoir tendance à se repousser sous l'action des forces électriques. Ce sont des forces de répulsion. Donc ici, sur la sphère numéro 1, je vais avoir la force F2,1, donc exercée par la charge 2 sur la charge 1. Et principe d'action et de réaction, la sphère numéro 1 va exercer une force de répulsion F1,2 sur la sphère numéro 2. Alors, la sphère numéro 2, elle aussi, est soumise à son poids et à la tension du fil. D'accord? Donc, si vous prenez les sphères séparément, pour chacune, je peux dire que son poids plus la tension plus la force électrique égale 0. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. Chaque sphère est en équilibre sous l'action de P plus T plus FE égale 0.
Alors, on va faire comme en mécanique. On a le poids qui est vertical, la force électrique qui est horizontale et la tension qui est inclinée. Eh bien, on va décomposer la tension suivant un axe horizontal et un axe vertical. Et comme ça, à partir de cette équation, eh bien, je vais obtenir deux équations. Donc, une relation entre les composantes horizontales et une relation entre les composantes verticales. Donc, je vais avoir la tension T va avoir une composante Tx et une composante Ty, et je vais pouvoir écrire que la force électrique plus Tx égale 0 et que le poids plus Ty, j'ai oublié de corriger ça, ici c'est Y, hein. Donc le poids plus Ty égale 0. Alors Tx est ici, on va dire ici T1x, et voici T1y. Ça va? Voilà, donc j'ai les deux composantes de T1. Alors, j'ai enlevé les indices parce qu'il se passe exactement la même chose pour chacune des sphères. Donc, j'ai supprimé les indices, hein. Mais si vous voulez faire le dessin ici, T1x, ça sera la composante horizontale de T1, et T1y, ça sera la composante verticale de T1. Et vous voyez bien que f de 1 plus T1x égale 0, et que P1 plus T1y égale 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, on va donc écrire que la force électrique F égale à T. Alors, l'angle θ qui est ici, on le retrouve là, d'accord? Donc, T1x, eh bien, ça sera T1 sinus θ, et T1y, ça sera T1 cosinus θ. Bon, on a l'habitude de faire ce genre de projection, hein. Alors, comme Q1' égale Q2' égale Q', ça va nous faciliter notre... je vous rappelle quel est le module de la force électrique. C'est K, alors module de Q1, Q2 sur R au carré. Alors, c'est le module de la force, hein. D'accord? Le module de la force électrique, c'est K, Q1, Q2 sur R carré, puisque je cherche le module de la force, c'est le module du produit Q1, Q2. D'accord? Ici, Q1, Q2, c'est plutôt Q1', Q2'. D'accord? Donc, c'est Q'. Autrement dit, ça sera Q' carré. Alors, la distance R, c'est quoi? La distance R, c'est 2x. D'accord? La distance qui sépare les deux charges, c'est 2x. C'est-à-dire que R carré, c'est 4 fois R carré, c'est 4 fois x au carré. C'est bon? Alors, je reprends donc. J'ai F qui est égal à K Q' carré sur 4x au carré. Bien, je l'écris ici, bien. F, c'est K Q' carré sur 4x au carré. C'est bon? Alors, j'ai F, donc K Q' carré sur 4x carré égale à T sinus θ. P, c'est mg. mg égale T cosinus θ. Et j'ai fait le rapport F sur P égale
à t sinus θ sur t cosinus θ, c'est-à-dire tangente θ. Alors, je reprends ça ici. F, eh bien, c'est ça, divisé par P, c'est mg. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai tangente θ. C'est bon? Donc, kq' carré sur 4x2 mg égale à tangente θ. C'est bon, je peux passer à la suite. J'efface ça. Oui, exactement. Alors, oui, les deux sphères restent immobiles. Exactement, oui, les deux fils sont tendus. Les deux sphères sont immobiles parce que chacune est soumise à un ensemble de forces dont la somme est égale à 0. J'ai le poids, la force électrique et la tension du fil. La somme de ces trois forces me donne une résultante qui est nulle. Donc, chacune des sphères reste dans cette position tant que j'ai rien changé aux charges. Hein. Tant que les sphères sont chargées, c'est le cas puisque les fils sont des fils de nylon, donc les sphères ne vont pas quitter, les charges ne vont pas quitter les sphères, elles ne vont pas se propager sur le fil, elles vont rester sur les sphères. Et bien, tant qu'il y a des charges sur les sphères, eh bien, les fils resteront tendus et les sphères resteront immobiles. C'est bon, Soraya? Oui, alors, pourquoi est-ce que j'écris que tangente θ est égale à sinus θ? Eh bien, alors déjà on aurait pu calculer et essayer de voir ce que c'est que cette tangente θ. La tangente de θ, c'est le côté adjacent, d'accord? On va écrire. Alors, la tangente θ, bon, voilà. La tangente θ, c'est x sur, alors cette distance, je vais l'appeler d, c'est x sur d, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que cette distance? Eh bien, je pourrais écrire que c'est, alors ici, la longueur du fil, c'est L. Je pourrais dire que L carré, c'est x carré plus d carré, théorème de Pythagore. Donc, ça voudrait dire que d est égal à la racine carrée de L carré moins x au carré. D'accord? Et à ce moment-là, la tangente θ, eh bien, c'est x sur racine de L carré moins x carré. Vous voyez, on avait les moyens de calculer notre tangente θ, mais il y a quelque chose dans l'énoncé qui nous permet de simplifier notre expression de la tangente de θ, puisqu'on vous dit que θ est petit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'approximation qu'on peut faire quand l'angle θ est petit? Eh bien, l'approximation qu'on peut faire, c'est de dire que la tangente θ, c'est pratiquement le sinus de θ. D'accord? C'est bon? Alors, je vous rappelle que la tangente θ, c'est le sinus θ divisé par le cosinus θ. Eh bien, quand l'angle est très petit, son cosinus, il est très proche de 1. Donc, dans la tangente, j'aurai le sinus θ divisé par 1.
Donc, la tangente est très, très proche du sinus θ. Alors, si c'est le sinus qu'on cherche, le sinus, eh bien, ça sera x divisé par L. C'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Alors, j'ai vu une question. Non, θ petite, si l'angle θ est petit, ça ne veut pas dire que on va pas aller. C'est petit, mais pas au point que x égale 0. X existera toujours. D'accord? θ est petit parce que ce qui va être petit, c'est que x va être petit par rapport à la longueur L. D'accord? Mais on ne va pas aller jusqu'au cas extrême où x est égal à 0. Voilà, donc si l'angle est petit, eh bien, d'accord. Si l'angle est petit, eh bien, on va confondre la tangente avec le sinus. Et comme le sinus, c'est x sur L, eh bien, j'écris que K, le résultat auquel on était arrivé ici, KQ' carré sur 4x2 mg égale à sinus θ, c'est-à-dire x sur L. Autrement dit, si on regroupe les termes en x, je vais avoir x à la puissance 3 égale à KQ' carré L divisé par 4mg. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à faire les applications numériques pour les 3 cas, petit a, petit b, petit c. Bon, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice suivant. C'est bon? Alors, exercice suivant. On a deux sphères conductrices identiques portant des charges de signe opposés qui s'attirent avec une force de module 0,108 Newton quand la distance qui les sépare est de 0,5 mètres. On les relie à l'aide d'un fil conducteur. Après avoir enlevé le fil, donc on les met, les relier par un fil conducteur, ça revient à les mettre en contact l'une avec l'autre. Après avoir enlevé le fil, elles se repoussent, donc elles sont toujours à la distance de 0,5 mètres, elles se repoussent avec une force de module 0,036 Newton. Quelle était la charge initiale de chacune des sphères? Alors, le rayon des sphères étant négligeable devant la distance d, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les considérer comme des charges ponctuelles, comme on l'a fait dans l'exercice 2. Je vous rappelle que la loi de Coulomb, elle s'applique à des charges ponctuelles. Donc, on a considéré que les sphères étaient de dimension très petite devant la distance qui sépare les deux sphères, c'est-à-dire la distance 2x. Alors, on va regarder la solution. Alors, peut-être qu'il manque un petit dessin. Donc, voilà. Donc, avant le contact, on nous dit que les sphères elles portent des charges de signe opposés. Donc, je vais avoir une charge Q1, une charge Q2, sachant que Q1, Q2 est négatif, d'accord? Et ces deux sphères vont s'attirer. Alors, elles sont placées à une distance D et elles s'attirent avec une force F. Alors, on va dire que ici, je vais avoir F de 1 et ici une force F 1, 2.
d'accord? On met en premier celle qui exerce la force et en deuxième celle qui subit la force, d'accord? Donc je peux écrire que le module de F12 égale au module de F de 1, d'accord? Je vais appeler ça F, module de F, d'accord? Et ce module, eh bien, il vaut 0,108 newtons. Voilà. Donc, j'ai mes deux sphères qui sont chargées avec des charges de signe contraire, qui s'attirent avec des forces F21, F12, ces deux forces ayant le même module. Ce module, je l'appelle F et il vaut 0,108 newtons. Alors, la distance qui les sépare, c'est 0,5 mètres. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir déduire de toutes ces données? Alors, première chose, alors, le fait que les charges soient de signe opposé, ben, je sais déjà que le produit Q1, Q2 est négatif. Je peux écrire l'expression de la force soit F12, soit F21, d'après le principe d'action et de réaction, les deux forces sont de même module. Alors, quel est ce module? Eh bien, c'est K, j'écris la loi de Coulomb, hein. C'est K, module de Q1, Q2, divisé par la distance qui les sépare au carré. Alors, qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Je connais quoi dans cette expression? Je connais la valeur du module de la force, je connais la distance, je connais la constante K. Ça veut dire que je peux connaître le module du produit Q1, Q2. Donc, le module du produit Q1, Q2, c'est F d carré divisé par K. Mais comme je sais que Q1, Q2 est négatif, eh bien, je connais pas seulement le module de Q1, Q2, je connais Q1, Q2. Je vais mettre un signe moins devant et je mets le module du produit Q1, Q2. Donc, quand on fait le calcul, eh bien, on trouve moins 3, 10, moins 12. Alors, comme c'est un produit de charge, l'unité que je vais mettre, c'est des coulombs au carré. C'est bon? Alors, on va passer à ce qui se passe après le contact. Alors, après le contact, qu'est-ce qu'on a? Après le contact, on a toujours nos deux charges, alors qui sont nos deux sphères plutôt. Leurs charges ne sont plus les mêmes. Cette fois-ci, j'ai Q1' et Q2'. Alors, comme les sphères sont identiques, eh bien, j'ai Q1' égale à Q' et Q2' égale à Q'. Puisque les sphères sont identiques, les charges qu'elles vont porter vont être égales. Alors, cette fois, eh bien, comme c'est des charges identiques, eh bien, elles vont se repousser avec une force, on va dire, F' de 1 et sur la charge Q'2, je vais avoir F' 1, 2. D'accord? Alors, qu'est-ce que je connais là-dedans? Je connais la distance, elle est la même que tout à l'heure, et je connais le module de cette force, F' de 1 ou F' 1, 2, que j'ai appelé F'. Alors, je sais que F', c'est K, Q' carré, puisque Q1' égale Q2' égale Q'. Donc, F' égale K, Q' carré sur D carré. Eh bien, je connais le module de la force, je connais la distance, je connais K. Ça veut dire que je peux connaître le carré
de Q'. Donc, Q' carré, c'est F, le module de F' d carré sur K. Q' carré, ce sera donc 10 moins 12. On fait le calcul, on trouve 10 moins 12 coulombs au carré. Et je sais que ce sont des charges du même signe, mais je ne sais pas si elles sont positives ou négatives. Donc, connaissant le carré, eh bien, je vais dire que ça sera plus ou moins la racine de 10 moins 12, donc plus ou moins 10 moins 6 coulombs. C'est bon? Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec les données de l'énoncé? Eh bien, j'ai réussi à trouver le produit Q1, Q2, qui vaut moins 3, 10, moins 12 coulombs au carré. Et j'ai réussi à trouver que Q' est égal à plus ou moins 10 moins 6. C'est-à-dire la nouvelle charge portée par chacune des sphères, c'est moins 10 moins 6 coulombs. Alors, le bilan. Le bilan, eh ben, ça va être d'écrire la conservation de la charge, d'accord? La charge avant le contact est égale à la charge totale après le contact. Donc Q1 plus Q2 égale à Q1' plus Q2'. Les sphères étant identiques, Q1' égale Q2' égale Q'. Donc Q1 plus Q2 égale 2 fois Q'. Qu'est-ce que je peux en déduire? Eh bien, que Q1 plus Q2, alors, puisque c'est 2 fois Q' et que j'ai trouvé que Q' c'était plus ou moins 10 moins 6 coulombs, eh bien, je vais pouvoir affirmer que Q1 plus Q2, c'est plus ou moins 2 fois 10 moins 6 coulombs. Et j'avais, en regardant ce qui se passait avant le contact, j'avais le produit Q1, Q2. Alors voilà, vous avez deux inconnus qui sont Q1 et Q2. Vous connaissez leur produit et leur somme. Alors, vous pouvez écrire ça sous forme d'une équation du second degré pour avoir une équation qui sera uniquement en fonction d'une des charges. Alors, moi, j'ai plutôt multiplié la première équation par Q2 pour faire apparaître le terme Q1, Q2 ici. Donc, j'ai obtenu Q1, Q2. Ici, Q2 par Q2, ça donne Q2 au carré. Et de l'autre côté, j'ai plus ou moins 2, 10 moins 6 multiplié par Q2. Et du coup, ben, je me suis retrouvée avec une équation, pardon, qui ne dépend que d'une seule inconnue, qui est Q2. Alors, voilà donc, voilà mon équation. J'ai remplacé Q1, Q2 par moins 3, 10, moins 12. Et ensuite, ben, j'ai remis les choses dans l'ordre décroissant des puissances de Q2. Donc, Q2 carré, plus ou moins 10 moins 2, plus ou moins 2, 10 moins 6 Q2, moins 10 moins 12 égale 0. Alors, c'est une équation du second degré en Q2. Je cherche le discriminant. Alors, B2 moins 4AC, j'ai trouvé 16, 10 moins 12. La racine de delta, ce sera donc 4, 10 moins 6. Et puis, j'écris les racines de cette équation. Donc, moins B, plus ou moins racine de delta sur 2A. D'accord? Alors ici, j'ai fait plus racine de delta, ici moins racine de delta. Mais attention, mon coefficient B, il est en plus ou moins de 10 moins 6. Donc, je dois séparer les deux possibilités. Donc, je vais avoir, en réalité, ici, pour cette racine, je vais avoir deux valeurs possibles.
Et pour cette racine, je vais en avoir 2 aussi, puisque j'aurai ici plus 2 10 moins 6 plus 4 10 moins 6 divisé par 2. Ensuite, alors pardon, ici c'était moins multiplié par plus 2, donc c'était moins 2 10 moins 6 plus 4 10 moins 6 divisé par 2. Ensuite, je prends le moins, donc moins moins, ça fait plus. Plus 2 10 moins 6 plus 4 10 moins 6 divisé par 2. Et ici, pareil, d'abord moins 2 10 moins 6 moins 4 10 moins 6 divisé par 2. Et ensuite, plus 2 10 moins 6 moins 4 10 moins 6 divisé par 2. Alors, ça me donne comme, comme valeur de Q2. Alors, pour commencer, les 4 valeurs de Q2, ce sera plus 3, 10, moins 6, moins 10, moins 6, plus 10, moins 6 et moins 3, 10, moins 6. D'accord? C'est ce qu'on obtient en épuisant toutes les possibilités de signes ici, là et là. Et ensuite, eh bien, on en déduit Q1, sachant que le produit Q1, Q2 est égal à moins 3, 10, moins 12. Donc, si j'ai Q2 égal à 3, 10, moins 6, pour que le produit Q1, Q2 donne moins 3, 10, moins 12, eh bien, il faut que Q1 soit égal à moins 10, moins 6. Et ainsi de suite. Vous faites ça pour les 4 valeurs de Q2. Vous leur faites correspondre des valeurs de Q1. Voilà. Est-ce que c'est clair? D'accord. Ok, ben on peut passer à l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, le voici. On considère le système de charges ponctuelles représenté sur la figure 2. Les charges positives Q1 et Q2 sont fixées respectivement au point O et A distant de D. D'accord? Donc, la distance D, c'est celle-ci. C'est entre le point O et le point A. Soit une charge Q3 assujettie à se déplacer le long de l'axe X', Q3 restant toujours entre Q1 et Q2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X ne peut pas être négatif. X doit toujours être inférieur à D. D'accord? X est toujours positif, inférieur à D. Il ne peut pas, en aucun cas, il ne peut être supérieur à D ou négatif. Il ne peut pas, le point M, la charge Q3, ne peut pas être à gauche de Q1 ou à droite de Q2. Elle est condamnée à rester entre Q1 et Q2. Donc, X doit être positif et inférieur à D. Alors, on va. Là, c'est pareil, l'application de la loi de Coulomb. Hein. Alors, qu'est-ce on cherche d'abord l'expression de la force qui s'exerce sur la charge Q3. Alors, l'expression de cette force, eh bien, on a la charge Q3 qui va être soumise. Alors, vous voyez que toutes les charges sont de même signe. Alors, comment je savais que Q vient avant Q1? Je n'ai pas compris votre question. Comment saviez-vous que si Q vient avant Q1? Oui, si Q3 est à gauche de Q1, mais c'est imposé dans l'énoncé. Hein. On vous dit que la charge Q3 doit rester entre Q1 et Q2. D'accord? Je considère ici
j'ai mon origine. X, c'est la distance. Peut-être qu'il manque X, c'est ça, hein? C'est cette distance-là. Et D, c'est tout ça. Donc, j'ai mon point O qui est l'origine de mon axe OX. D'accord? Donc, X, c'est cette quantité-là. Eh bien, X est contraint à avoir comme valeur une valeur comprise entre 0, c'est-à-dire que Q3 peut être soit collé à Q1, soit au maximum collé à Q2. D'accord? Donc, X va varier entre 0 et D. D étant cette distance-là. Voilà. Maintenant, la charge Q3, elle ne peut pas être quelque part ici. Ça, c'est une position interdite, d'accord? Et elle ne peut pas être quelque part ici. Ça aussi, c'est une position interdite. Donc, X ne peut pas être supérieur à D et X ne peut pas être négatif parce que si la charge pouvait se trouver, si elle avait le droit de se trouver là, eh bien, je pourrais avoir des valeurs de X négatives. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je vais regarder. Non, ça ne veut pas dire que la charge est nulle, ça veut dire qu'elle se trouve à l'origine de l'axe X, c'est tout. La charge Q1, elle se trouve à l'origine de l'axe OX. Mais ça ne préjuge pas de la valeur de la charge. Ce n'est pas parce que vous avez mis une charge à l'origine d'un axe que cette charge devient nulle. Non. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force exercée sur notre charge Q3? Eh bien, vous voyez qu'elles elles sont toutes de même signe, puisque Q1 et Q3 sont égales et que Q2, c'est Q sur 9. Donc, quel que soit le signe de ces charges, qu'elles soient toutes les trois positives ou toutes les trois négatives, les forces que Q1 et Q2 vont exercer sur Q3 seront des forces de répulsion. D'accord? Donc, Q1 va repousser Q3 avec une force F1, 3 et Q2 va repousser Q3 avec une force F2, 3. D'accord? Celle qui subit la force, c'est Q3. Donc, il y a la charge Q1 qui exerce la force F1, 3 et la charge Q2 qui exerce la force F2, 3. D'accord? Alors, j'ai mis un vecteur unitaire I pour donner un sens positif sur mon axe OX. Donc, la force F1,3, elle va être dans le sens positif et la force F2,3 est dans le sens négatif. Donc, sa mesure algébrique, elle sera négative. Alors, j'écris que F1,3, c'est K, alors Q1, Q3 sur la distance au carré, donc c'est K, Q carré sur X carré, I. Et la force F de 3 qui est dans le sens négatif, je mets un signe moins ici. K, donc Q2, Q3, c'est-à-dire Q sur 9 par Q, donc Q carré sur 9, donc K, Q carré sur 9, divisé par la distance qu'il y a entre Q2 et Q3 au carré. Alors, cette distance, c'est quoi? Eh bien, cette distance, c'est la distance AM, c'est-à-dire que c'est OA moins OM, donc c'est D moins X. C'est bon? Donc, F, c'est F1,3, c'est-à-dire KQ2 sur X2I, plus F de 3, c'est-à-dire moins K Q2 sur 9 fois D moins X au carré.
Alors, on réduit au même dénominateur et on obtient KQ carré. Alors, je vais avoir ce terme-là ici et le x2 là. Donc, 9 d moins x au carré moins x2 sur le dénominateur commun qui est 9x2 d moins x au carré. Et le tout est multiplié par le vecteur unitaire i pour donner la direction et le sens de la force. Alors, quelle est l'abscisse x0 pour laquelle la charge Q3 est à une position d'équilibre? Eh bien, elle sera à une position d'équilibre si f égale 0. Donc, je regarde mon expression de f. Eh bien, il faut que la mesure algébrique de f soit égale à 0. Comme j'ai une fraction, ben, ça veut dire que le numérateur de la fraction doit être égal à 0. Donc, je réduis, je dois résoudre cette équation du second degré avec le paramètre d. Donc, 8x2, alors je développe ici. Donc, je vais avoir d carré plus x carré moins 2dx que je multiplie par 9. Donc, j'ai 9d2 plus 9x2 moins 18dx moins x2. Donc, j'avais le 9x2 moins x2, ça me fait 8x2 moins 18dx plus 9d carré égale 0. Alors, on cherche le discriminant de cette équation du second degré. Alors, B2 moins 4AC, ben on a 36D carré, qui est un carré parfait. Donc, racine de delta, ça sera 6 fois D. Alors, les deux racines de cette équation du second degré, eh bien, c'est x1 égale à 3D sur 2 et x2 égale à 3D sur 4. D'accord? Donc, on écrit moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. A étant égal à 8, b à 18d, et puis racine de delta égale à 6 fois 2. Voilà. Donc, on obtient ces deux racines et il va falloir se poser la question, est-ce qu'elles sont valables toutes les deux ou est-ce qu'il y en a une seule qui est valable? Eh bien, il se trouve qu'on nous avait imposé que x devait être inférieur à d, puisque la charge Q3 elle est contrainte à rester entre les deux charges Q1 et Q2. Elle ne peut pas sortir de cet espace. Eh bien, ça veut dire que la racine x1 égale à 3 demi de d qui est plus grand que d ne peut pas exister. Il n'y a que la racine x2 qui peut exister. Donc, mon x0, c'est x2, c'est 3d sur 4. Et comme d est égal à 4 cm, eh bien x0, c'est 3 cm. Voilà. Bon, on a encore un petit peu de temps, donc on va commencer la série numéro 2. Alors, le quatrième exercice. Ah, alors, le quatrième exercice, faut faire beaucoup de schémas. Alors, je ne sais pas si je peux le faire là. Ça nécessite beaucoup de schémas. Oui, j'ai compris votre problème. Alors, je vais... Oh, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exercice 4? Donc, on a trois petites boules
suspendus au même point au moyen de 3 fils de soie distincts de 1 mètre de long. Ces 3 boules portent la même charge et sont au sommet d'un triangle équilatéral de côté 0,1 mètre. Quelle est la charge portée par chaque boule? Alors, voilà, voilà la situation. Donc, vu de dessus, j'ai un triangle équilatéral avec les trois bouts. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit vu de dessus. Mais si on regarde les choses en perspective, voilà ce qu'on voit. Hein. Alors, j'ai mes boules qui sont là. D'accord? Et j'ai, alors, à la verticale, j'ai... alors, je vais enlever ça. Alors, voici le point de suspension. D'accord? Et je vais peut-être utiliser d'autres couleurs. Je vais dessiner les fils maintenant. D'accord? Donc, j'ai... Oula. Bon, c'est pas bon, c'est tout tordu. Voilà. Et voilà. D'accord? Et c'est suspendu ici au même point. C'est un petit peu, vous regardez le dessin de l'exercice 2, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu qu'il n'y ait que 2 charges, il y en a 3. D'accord? Et que, comme les charges sont égales et que les forces vont avoir le même module, eh bien les, les boules vont se trouver au sommet d'un triangle équilatéral. D'accord? Alors, ce qu'on connaît, c'est quoi? On connaît la distance, le, le côté du triangle. On connaît la longueur des 3 fils, d'accord? Et qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On connaît la masse et on vous demande avec ça de vous débrouiller pour trouver la valeur des charges. Alors, qu'est-ce qu'il y a, comme force? Eh bien, c'est comme tout à l'heure. Sur chacune, il va y avoir, je vais encore changer de couleur. Alors, par exemple, sur celle-ci, il va y avoir son poids, il va y avoir la tension du fil et il va y avoir la résultante des forces exercées par les 2 autres charges. Alors, on va faire ça, on va faire le dessin ici et on dessinera juste la résultante. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette charge va donner une force comme ceci. Alors, si on les appelle numéro 1, numéro 2 et numéro 3, ici, cette force, c'est F de 1. Vous êtes d'accord? Et d'accord. Et celle-ci va exercer une force de répulsion qui sera comme ça. Je vais appeler F 3,1. C'est bon? Alors, la résultante des deux, eh bien, ça sera une force qui sera comme ça. Donc, je vais l'appeler F1. La force électrique résultante exercée sur la charge numéro 1, c'est-à-dire que ici, regardez bien, elle est dirigée suivant la médiane ici. Hein. Donc, voici. Elle est dans le plan horizontal, d'accord? Et voici la force F1. C'est bon? Alors, on peut
faire le même raisonnement pour chacune des autres. C'est-à-dire que ici, je vais avoir la charge numéro 2 qui va être soumise à une force électrique. Si je la dessine ici, eh bien, cette force électrique, elle sera comme ça. Et ici, à chaque fois, vous voyez, c'est la direction de, de la médiane, hein. Voilà. Voici la force F3. C'est bon? Donc la force F2, elle est pas bien. Je vais la redessiner. Elle est verticale. Voici F2. Ça va? Alors, ce que j'ai dessiné ici, hein, tout ce qui est... Oula, c'est pas bon. Alors, tout ce qui est ici à gauche, c'est ce qu'on peut voir de dessus. C'est-à-dire qu'on ne voit que les forces électriques. Mais en réalité, sur chacune des charges, il y a la force électrique qui a la direction de la médiane du triangle. Il y a le poids qui est vertical et il y a la tension du fil et qui est penchée. Alors, il faut que... On va faire un dessin dans ce plan-là. C'est-à-dire que je vais prendre, si j'appelle ce point-là A, B et C, je vais appeler ce point-là H. Bon, j'arrive pas à écrire le H. Bon, vous êtes d'accord, ce point-là, ce sera le point H. Alors, je dessine, hein. Vu de côté, hein. G, A, H. D'accord? Le point d'intersection ici, le centre du triangle, vous êtes d'accord qu'il est aux deux tiers de la distance entre le sommet et le point H, c'est-à-dire que le centre, si j'appelle ce point-là le point O, eh bien le point O est ici. C'est-à-dire que euh, si je mets la verticale ici, voilà mon support, mon fil, il est comme ça. D'accord? Ma boule, ma charge Q1 est ici. C'est bon? Alors, je suis en train, je me mets à la hauteur, je mets mes yeux à la hauteur du plan dans lequel se trouvent les trois boules et je regarde la médiane AH. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois euh, sur cette charge? Qu'est-ce que je vois comme force? Eh bien, je vois son poids, je vois la force, alors vous vous rappelez que la force électrique, la résultante de F3,1 et de F2,1, la force F1, elle a la direction de cette médiane. Donc, je vais pouvoir la dessiner puisque cette médiane, je l'ai dessinée horizontalement. Eh bien, la force F1 va être comme ça. Oh, ah mince. Bon, j'espère que vous vous rappellerez comment c'était disposé, hein. Voici la distance, on a dit AH. Bon, bon, écoutez, c'est... Bon, je vais recommencer une fois. Si ça disparaît encore, je vous ferai un document, je vous enverrai un PDF, hein. Alors,
AH. Voici le centre du triangle qu'on voit sur cette diagonale. Ça, c'est la verticale passant par le centre. Et voici mon fil de longueur L. Donc, on a dit qu'on avait, alors, le poids, on va dire P1. La force F1, on a dit qu'elle avait la direction de cette médiane. Donc, voici F1. Et puis, on a la troisième force qui est la tension T1. D'accord? Et j'ai P1 plus F1 plus T1 égale 0. D'accord? Alors, toute la question est maintenant, F1, eh ben, il faut trouver le module de F1. Il faut décomposer T1 comme on l'a fait tout à l'heure pour pouvoir écrire que F1 est égal à T1 horizontal et que P1 en module, hein, et que le module de P1, c'est le module de T1 vertical. Et on s'en sort de cette façon pour avoir... je vous mettrai, je vous donnerai la solution. D'accord? Alors, je sais pas si j'ai réussi à... Ah, d'accord. Est-ce que vous y voyez plus clair, Soraya? Oui? D'accord. Bon, écoutez, je vous laisse y réfléchir et dès que j'aurai tapé la solution, je vous la mettrai dans la classroom. D'accord? Voilà. Eh ben, on a encore... oh, ça va. On peut traiter un exercice, hein. Donc, je reviens à ma série d'exercices. Alors, on va aller à la page suivante. Est-ce que je vous ai bien mis la série d'exercices dans la classroom? J'ai un doute. Vous pouvez me le confirmer? Je vous ai mis le PDF avec toutes les séries du semestre. Est-ce que vous avez ce document? Ah, d'accord. OK. Bon, alors, série numéro 2, on va traiter l'exercice numéro 1. On considère deux charges moins Q et plus Q en deux points A et B distants de 2A. Déterminer le champ E de Z et le potentiel V de Z créé par ce système en un point M de l'une des médiatrices Z' au Z de AB. Alors, donc, dans un premier temps, on vous demande de calculer le champ électrique au point M. Alors, voici le dessin. Donc, j'ai une charge Q1 négative, une charge Q2 positive, alors du même module que Q1. Et on cherche le champ en un point M d'une des médiatrices. Alors, on a pris la médiatrice Z' au Z. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une médiatrice? C'est une droite qui coupe ce segment, si je l'appelle AB, qui coupe AB en son milieu et qui le coupe perpendiculairement. D'accord? Donc, si AB est horizontal, eh bien, Z' au Z va être un axe vertical qui passe par le milieu du segment AB. Alors, on va appliquer le principe de superposition, c'est-à-dire qu'on va considérer chacune des charges comme si elle était seule et on regarde quel est le champ qu'elle donne au point M et après on fait la somme des deux champs. Alors, j'ai donc séparé les deux calculs.
Alors voici, alors déjà on peut regarder sur le premier dessin. La charge Q1 étant négative, eh bien elle va produire un champ qui va être attractif. La charge Q2 qui est positive va produire un champ répulsif. Alors, les deux champs ont même module parce que les charges sont égales en module et que les distances R1 et R2 sont égales aussi. Je vous rappelle que le champ produit par une charge ponctuelle, c'est KQ sur R carré. D'accord? C'est ça le module du champ électrique. Donc, ce champ va être un vecteur sortant si la charge est positive et un vecteur rentrant qui va vers la charge si la charge est négative. Donc ici, E1 est un champ attractif, donc dirigé vers la charge Q1, et E2 est un champ répulsif, donc dirigé de la charge Q2 vers l'infini. Alors, on voit tout de suite ici que tel qu'on les voit, les deux champs E1 et E2, la somme des deux va être un champ horizontal et orienté vers la gauche. Alors, on va faire les calculs et vérifier que c'est bien ce qu'on obtient. Alors, on va prendre notre champ E1 et le décomposer. Donc, on va le décomposer suivant une direction horizontale, donc suivant un axe OX, et une direction verticale qui sera l'axe OZ. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que E1, c'est E1X plus E1Z, c'est-à-dire mesure algébrique du vecteur E1X multiplié par I, plus mesure algébrique du vecteur E2Z multiplié par le vecteur unitaire K. Alors, E1, c'est donc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de E1x? E1x, alors c'est le vecteur I qui me donne le sens positif sur l'axe X. Ici, vous voyez que E1x est orienté vers la gauche. Eh bien, ça veut dire que cette mesure algébrique est négative. Je vais dire que E1x, c'est négatif. Et son module, si on regarde ici dans ce petit triangle, dans ce triangle rectangle, et bien vous voyez bien que E1, c'est l'hypoténuse et E1x qu'on peut retrouver là, c'est le côté opposé à l'angle. D'accord? Donc ça veut dire que E1x, c'est en module, c'est E1 sinus θ. Donc je vais dire, puisque c'est une mesure algébrique négative, c'est moins le module de E1 multiplié par sinus θ, I. Alors, la composante verticale, eh bien, elle est négative aussi, puisque le sens positif est vers le haut et que E1Z est vers le bas. Donc, je vais dire que c'est moins, alors, module de E1Z. Qu'est-ce que c'est que ce module? Eh bien, c'est E1 cosinus θ. Donc, c'est moins E1 cosinus θ K. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer module de E1 par son expression en fonction de Z et de remplacer les sinus et les cosinus θ par leur expression en fonction de Z. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le module de E1 qui est égal à KQ sur R1 carré. R1, c'est la distance entre le point M et la charge Q1. Et cette distance, si vous regardez ce triangle rectangle, alors on applique le théorème de Pythagore, R1 au carré égale à Z carré plus A carré. D'accord? Le sinus θ, et bien toujours dans ce triangle rectangle, le sinus θ, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est petit a sur R1, et R1, on a dit que R1 carré, c'est Z carré plus A carré. Donc R1, c'est racine
de z carré plus a carré. Donc, le sinus θ, c'est a sur racine de z carré plus a carré. Alors, qu'est-ce que c'est que le cosinus θ? Bah, toujours dans ce triangle, le cosinus θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est z sur R1, autrement dit, z sur racine de z carré plus a carré. Alors, j'aurais écrit donc mon vecteur E1. Je vous rappelle que c'était moins E1 sinus θ i moins E1 cosinus θ k. Et bien, je remplace. J'ai moins KQA sur... Alors, j'avais cette expression z carré plus a carré qui était dans l'expression de E1, donc à la puissance 1, et dans l'expression du sinus à la puissance 1,5, donc ça me fait à la puissance 3,5. Donc E1 égale à moins KQ sera z carré plus a carré à la puissance 3,5 i, moins KQZ sur z carré plus a carré à la puissance 3,5 k. Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, de la même façon, ben, on va écrire les composantes de E2. Alors, E2, eh bien, il a sa composante horizontale qui est négative, comme pour E1, mais sa composante verticale est positive. Donc, on va écrire exactement la même chose. Donc, moins, ça va revenir à écrire moins E2 sinus θ i plus E2 cosinus θ k. Et donc, quand on fait la somme des deux champs composante par composante, eh bien, on va avoir les deux composantes horizontales qui s'additionnent et les deux composantes verticales qui vont s'annuler. Voilà. Alors, non, il n'est pas... alors, il est nécessaire, celui qui est nécessaire, c'est celui-ci. Il faut que vous voyez quelles sont les directions des champs, qu'est-ce que ça va vous donner. Mais séparer les deux, non, c'est pas nécessaire. Hein. J'aurais pu faire tout, toutes les, toutes les projections sur ce dessin, mais j'ai pas voulu l'encombrer pour que vous puissiez bien comprendre comment, comment se font les projections pour chacun des champs séparément, mais j'aurais très bien pu le faire ici. Hein. C'est-à-dire, je décompose E1, il a une composante horizontale, une composante verticale, et pareil pour l'autre. Voilà. Ce n'était pas utile de séparer, c'était juste pour que les dessins soient plus clairs. Alors, calcul du potentiel, eh bien, principe de superposition. V égale V1 plus V2. V1, eh bien, c'est le potentiel que donne la charge Q1. Donc, ça va être K Q1 sur R1. Q1 étant égal à moins Q, eh bien, j'ai moins KQ sur R1, c'est-à-dire racine de 7 carré plus A carré. V2, c'est plus KQ sur racine, ça c'est R2, racine de 7 carré plus A carré. Et on constate que les deux potentiels sont opposés et que le potentiel total va être égal à 0. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, j'arrête l'enregistrement. C'est bon?